Bonjour. Pourquoi Kathleen Kennedy, J.J. Abrams et plus globalement Disney ont tenté d'étouffer la prélogie? Why? 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 Depuis quelques jours, la rumeur gronde à Hollywood d'un départ futur de la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. C'est donc un peu dans l'air du temps de faire le bilan et de revenir sur Star Wars et son traitement par Disney depuis l'achat de Lucasfilm. Alors, quoi de mieux que de reprendre la suite de ma série de vidéos sur la confrontation entre la prélogie et la postlogie? Bon, je vous préviens, pas de remake en CGI à la George Lucas. La première vidéo, je la laisse telle quelle et vous laisse le soin d'aller la voir si le cœur vous en dit. Ok. J'y expliquais entre autres pourquoi la prélogie avait divisé une partie des fans lors de sa sortie et de quelle manière il était possible de déchiffrer la frilosité de Disney à son sujet. Il est clair pour moi que la prélogie n'a absolument rien à envier à la postlogie, mais il était question d'éclaircir la posture de la compagnie aux grandes oreilles. Je suggérais alors que la dimension plus descriptive et plus pragmatique de la prélogie créait une sorte de prédisposition à contrarier la faculté de Disney à produire de nouvelles histoires plus simplement. Avec la prélogie, la franchise allait vers plus de hard magic, c'est-à-dire de contraintes narratives pour Disney. Alors ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais y revenir ici. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil. J'ai donc choisi de vous présenter les éléments saillants, selon moi, qui démontrent comment Disney a, dans un premier temps, choisi de s'aborder la prélogie et de tout simplement l'ignorer dans la postlogie. Alors voilà, on y va. Les canons de la narration, quel que soit le support, ne peuvent être totalement différents, et l'échec des mauvais films réside souvent dans l'exagération et dans l'intrusion d'éléments injustifiés parce qu'on ne perçoit pas où se trouve le cœur de l'original. Cet extrait est tiré d'une collection de lettres écrites par Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux. À la fin des années 50, l'auteur et producteur américain Forrest J. Ackerman entretient plusieurs échanges avec Tolkien. Dans la majorité de cette correspondance épistolaire, il est question d'une éventuelle adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma. Après avoir reçu et lu une version du scénario pour le grand écran, Tolkien expose à Ackerman dans une lettre dont vous venez d'avoir l'extrait les critiques qu'il ressent concernant le dit scénario et les enjeux entourant la réappropriation de son œuvre. Car pour toute œuvre, son adaptation ou son prolongement se doit de respecter au mieux les thèmes et les conditions émises par son auteur original. Sans quoi, toute filiation ne devient que la réappropriation d'un édifice sans honorer son premier créateur. This will begin to make things right. La première réplique de la postlogie a comme un goût de revanche. Pour J.J. Abrams, il s'agissait de réparer les torts créés par la prélogie parce qu'elle ne représentait pas l'idée qu'il se faisait lui-même de Star Wars. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le concept de chacun son Star Wars. L'âge qu'on avait quand on a vu pour la première fois les films, les sentiments qu'on a ressentis, puis l'opinion qu'on a développée sur les films. Mais les opinions ont la fâcheuse tendance à se raffermir avec le temps, notamment à travers le biais de confirmation. On accorde par réflexe moins de poids aux nouvelles informations ou arguments qui contredisent les fondations de nos croyances, et l'on développe une tendance à garder ce qui les confirme. Nos opinions se renforcent avec le temps, c'est peut-être pour ça que c'est toujours un peu plus compliqué d'expliquer à papy et à mamie que non, la musique c'était pas forcément mieux avant. Si, c'était mieux. À force de croire en sa propre version de Star Wars, on oublie quelle était d'abord la version de son créateur. On dépossède en quelque sorte l'artiste de son œuvre et Star Wars ce n'est pas une œuvre comme les autres. C'est une œuvre transformative, le cinéma n'a jamais été le même après son passage. La trilogie originale touchait brillamment des thématiques universelles et immémoriales, en s'intéressant aux grands mythes des récits et du récit humain. Bah oui, on avait des vrais questionnements existentiels, ceux de sa propre origine, les liens familiaux, les aspirations personnelles, son propre rôle, le sacrifice, la destinée. On avait aussi les réflexions morales avec l'indifférence et le cynisme, le choix entre le bien et le mal, l'héroïsme, l'empathie et la compassion. Tous ces thèmes fondamentaux qui inspirent l'humanité à se romancer et se reconnaître. Impossible donc d'ignorer la faculté introspective de Star Wars, une œuvre qui nous raconte, dont la puissance évocatrice est désormais devenue intime. A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack. Pour J.J. Abrams, qui avait grandi avec la trilogie originale, la prélogie qu'il voyait cette fois-ci en tant qu'adulte ne lui rappelait pas l'idée qu'il s'était faite du légendaire. Elle brisait en quelque sorte la relation qu'il entretenait avec une partie de l'œuvre et son inhérente nostalgie cultivée depuis l'enfance. Quand George Lucas sortait la prélogie, il ouvrait de nouvelles perspectives et par extension de nouveaux sentiments. Étendre l'univers ne signifiait pas seulement explorer une autre époque et d'autres lieux, mais déployer d'autres niveaux actentiels. Parce que si la trilogie originale se structurait principalement autour du voyage du héros, la prélogie enrichissait le monomythe pour dépeindre un récit aux tendances plus holistiques. Outre les cheminements personnels d'Anakin, on y considérait aussi des questionnements plus transversaux.
Par exemple, l'égarement de l'ordre des Jedi vers un dogme pernicieux, le vertige du pouvoir, l'anxiété sociétale, la tyrannie de la majorité et la chute d'une démocratie. Ah, et aussi que le sable c'est chiant. I don't like sand. Tant d'éléments qui outrepassaient la simple quête initiatique pour aller renforcer les conditions qui cimentent l'univers suggéré dans la trilogie originale. Dans cette dernière, la guerre des clones n'était qu'une mention fugace de la part de Obi-Wan. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. On s'imaginait le reste comme l'épisode d'une réalité lointaine. La prélogie avait alors l'outrecuidance de démystifier les souvenirs distants d'Obi-Wan comme si l'on agrippait une toile de fond pour en faire un premier plan. La prélogie, avec ses machinations politiques, ses procédures, ses précisions sur les mécanismes de la force et j'en passe, avait l'incidence d'amputer une partie du mystère. Et ça, c'est un énorme problème pour J.J. Abrams puisque le mystère, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Oh my God, like mystery boxes are everywhere in what I do. What are stories but mystery box? Who's that? We don't know. Mystery box, you know. Who the hell's Obi-Wan Kenobi? Mystery box. The mystery box meaning what you think you're getting than what you're really getting. What's a bigger mystery box than a movie theater? En 2008, J.J. Abrams est invité à participer à un TED Talk dans lequel il présente le pilier central de sa doctrine cinématographique, le mystère. Lors de sa présentation, il déclare « Je suis attiré par les possibilités infinies, cette idée de potentiel, et je me rends compte que le mystère est le catalyseur de l'imagination. C'est quand j'ai commencé à reconnaître qu'il y a peut-être des moments où le mystère est plus important que la connaissance, c'est là que mon intérêt à ce sujet a démarré. » Pour JJ, le mystère, l'absence de connaissance ou de certitude devient le tremplin indéniable d'une narration qui engage. Et il suffit de jeter un œil à sa filmographie pour comprendre qu'il utilise le mystère à toutes les sauces. Dans la série Alias, Sidney s'efforce d'enrayer les plans et autres complots fomentés par toute une ritournelle d'organisations criminelles très puissantes et très secrètes, en soi très mystérieuses. On passe de l'Alliance des 12 dans les 2 premières saisons à l'organisation Covenant durant les 3e et 4e saisons pour terminer avec l'organisation Prophet 5 lors de la dernière saison. Du mystère, encore du mystère, pour une audience qui passe le plus clair de son temps à se demander « mais qui est derrière tout ça ?» On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Dans la série Lost, on reprend le concept de la Mystery Box. Pourquoi les naufragés sont-ils tous sur cette île bien mystérieuse? Pourquoi sont-ils tous plus ou moins liés entre eux? Que sont les monstres présents sur cette île? Qui sont les gens qui habitent déjà sur l'île mystère? Des mystères que l'on fait traîner saison après saison, si l'on n'en crée pas d'autres, afin de maintenir l'attention et captiver le public pour l'inciter à regarder la suite. Au prochain épisode, c'est sûr, on en saura plus. Un procédé qu'il réutilise à nouveau à foison dans d'autres médias tels que le film Cloverfield ou encore la série Fringe. Attention bien sûr, la Mystery Box n'est pas forcément l'indicateur d'une mauvaise narration, mais dans le cas d'un J.J. Abrams qui en abuse, ça peut devenir problématique. Somehow Palpatine returned. Quelque part, cette façon de faire vient exposer la raison pour laquelle la prélogie entre en contradiction avec la méthode Abrams. Je le disais, une prélogie qui fait glisser l'univers Star Wars vers un peu plus de art magic, de règles contraignantes et qui offre donc plus de connaissances pour l'audience sur les mécanismes existants et régissant le monde dans lequel les protagonistes évoluent. Ah, trop de questions qui ont désormais des réponses. Pauvre JJ. Ouais, baby sad. La prélogie faisait passer la force d'une énergie mystique et inconnue à quelque chose de plus biologique, de plus mesurable, notamment à travers les midi-chloriens. Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. Une perte de potentiel donc pour Abrams. Les possibilités ne sont plus aussi infinies, on va devoir réfléchir à ces nouvelles règles qui nous embêtent. Évidemment, la question des midi-chloriens est forcément centrale et particulièrement épineuse pour la postlogie, comme on peut clairement le sentir dans cette interview. Well, obviously you're obsessed with midichlorians. Oui, c'est ça, exactement. The midichlorian idea, which obviously it's in the movie, so it's part of the story. Mais on va faire comme si ça n'existait pas. Voilà, il cache à peine le passif agressif, JJ. Parce que je me répète, mais J.J. Abrams n'aimait pas les précisions qui ont été amenées par la prélogie. Il peine clairement à adopter le nouveau concept de midi-chlorien. And everyone accepts it because it's what George wrote and it's what's part of the lore. Hey Jim, they're doing their work, they're doing and they force what they... Pour moi, Star Wars n'a jamais été une affaire de science-fiction. C'était une histoire spirituelle. À cet égard, c'était plutôt un conte de fées. Lorsque j'ai entendu Obi-Wan dire que la force nous entoure et nous lie tous, il n'y avait pas de critères sur qui on est. C'était quelque chose à laquelle nous pouvions tous accéder. Être puissant avec la force ne signifiait pas quelque chose de scientifique, mais de spirituel. Ça signifiait qu'une personne pouvait avoir la foi, aller chercher au plus profond de ses sentiments et suivre cette énergie primitive qui circulait en chacun de nous. Et c'est ce qui était dit dans le premier film. Alors je vais être honnête, je suis pas totalement contre l'idée que J.J. Abrams se fait de la force. Plus mystique et plus mystérieuse, je la trouve plutôt positive.
poétique, mais c'est pas à moi de déterminer le vrai du faux. Pendant qu'on y est, c'est pas à toi non plus, ni toi, ni toi, ni toi, surtout pas toi, c'est à lui en fait. Et il l'a déjà fait dans la prélogie. JJ, what happened to Darth Vader's grandchildren? Oh, George. This is great. Alors tant pis pour les détails, se disait JJ. Il fallait donc créer en parallèle un autre grand mystère. Pourquoi pas jouer sur l'ascendance de Rey, tiens. Parfait, l'audience en viendra sûrement à faire des théories sur ses parents. On garde. En fait, quand on y réfléchit, les midi-chloriens sont une sorte de confirmation encore plus claire de ce qui avait été déjà plus ou moins exposé dans la trilogie originale. Parce que selon JJ, la force est indépendante des midi-chloriens et elle est donc en quelque sorte disponible pour tout le monde. Et c'est pas juste poétiquement, hein. Selon JJ, la force est un pouvoir dans lequel tout le monde aurait accès, certains plus facilement que d'autres, mais en définitive, on pourrait soudainement faire appel à la force si un jour on en avait vraiment besoin. Une sorte de déclic, vous voyez, un dépassement de soi amené par un pur instinct de survie par exemple. Je suppose que durant son enfance, JJ, comme d'autres, préférait imaginer que lui aussi il pouvait être un Jedi et que, peut-être un jour, confronté à une situation désespérée, la force allait se rendre soudainement accessible. Alors oui, ça l'embêtait un peu, les midi-chloriens, parce que ça amenait un coup d'entrée, une sorte de barrière physiologique, loin du potentiel ouvert à tous. Pourtant, George Lucas avait déjà implicitement créé une barrière d'entrée dans la trilogie originale, lorsque Luke affirme que la force est puissante chez les Skywalker. The Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. Une déclaration lourde de sens puisque Luke révèle alors à Leia qu'elle est bien sa sœur en soulignant le rapport à la force comme un héritage familial. It's all about generations and it's about, you know, the issues of fathers and sons and grandfathers and it's a family soap opera. Même si le maniement de la force est clairement envisageable sans qu'il soit prédéterminé par la famille, il semble que le facteur familial augmente sa probabilité. Les gènes, une dimension biologique de la force ou sur son fonctionnement donc, ont une influence non négligeable. Do you know that? It's important to me that you know that. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, il existe bien des déterminants biologiques, une vision implicitement scientifique. Donc la force n'est pas aussi open access que l'aurait voulu J.J. Abrams. Yes, science! Outre la question purement personnelle, l'interprétation qu'on se fait de la Force ou de Star Wars en général, tu suis Leslie? Il y a aussi un angle particulièrement intéressant à tirer des apports de la prélogie, l'impact sur le potentiel narratif. Parce qu'il faut dire que si les midi-chloriens n'arrangeaient sûrement pas JJ pour sa vision à lui, ça n'arrangeait pas non plus Disney d'un point de vue business. Alright now, get out there and make me some goddamn money! Vous voyez, si l'idée de Star Wars ça reste un truc un peu nébuleux, sans règles très précises, c'est beaucoup plus simple de produire à l'appel des récits qui rentrent vaguement dans le légendaire parce qu'il est flexible par nature. A l'inverse, le hard magic, c'est-à-dire quand on a un ensemble de règles plus précises, plus concrètes et moins libres d'interprétation, c'est beaucoup plus de contraintes narratives. Les scénaristes de Disney seraient alors obligés de redoubler d'efforts pour éviter les incohérences et autres contradictions. Le hard magic, c'est aussi une barrière supplémentaire au retconning, qu'on peut comprendre comme une correction a posteriori. Typiquement, le coup de dire finalement que Kenobi et Leia se connaissaient déjà, c'est une forme de retconning entre la série Kenobi et la trilogie originale. Le retcon, c'est une pratique de plus en plus courante, alors Disney, ils sont pas les seuls à le faire, mais c'est quand même bien aussi de pas trop l'encourager. En ce sens, le hard magic permet de rendre le retconning encore plus évident. On va être en mesure de dire plus rapidement et plus concrètement pourquoi le lore n'est pas respecté. Parce que si les règles restent vagues, on garde plus facilement le débat ouvert. Le désavantage du système hard magic, c'est pas seulement l'interaction entre l'ancien et le nouveau, c'est aussi l'interaction entre le nouveau et le nouveau, ou plus simplement la création du nouveau. Comme je l'ai dit, c'est plus facile pour les scénaristes de Disney d'écrire en roue libre plutôt que de faire un minimum d'efforts pour être conforme vis-à-vis de certaines règles. Et puis là, alors Sabine, finalement, on va dire qu'elle a la force. Ah, parce que tout le monde a la force maintenant? Pourtant, vous avez clairement montré que Sabine, elle avait pas tellement la force, genre direct elle a la force et elle arrive à faire des trucs de dingue maintenant. Je veux dire, Luke, ça lui a pris combien de temps pour apprendre à soulever un sabre laser? Ok, d'accord, c'est bon, Sabine elle a la force. La prise en compte des midi-chloriens et plus de hard magic, ça implique pour Disney que ça devient aussi plus contraignant si l'on veut multiplier les aventures avec des Jedi. Vous comprenez, les Jedi c'est un concept particulièrement vendeur. Pas sûr que Disney ait l'envie d'amoindrir ses possibilités de créer de nouveaux héros sous prétexte de devoir respecter ce qui a été établi au préalable.
Parce qu'à la fin de la trilogie originale, les Jedi sont pratiquement tous morts, sauf Luke et Leia éventuellement. Du coup, je suppose que si la génétique c'est quand même important, il faudrait alors se recentrer sur la descendance des deux jumeaux. Et les enfants de Leia, c'est un filon narratif que George Lucas avait même proposé à Disney, mais qui avait clairement été rejeté par Kathleen Kennedy et J.J. Abrams. They looked at the stories and they said, we want to make something for the fans. I said, all I wanted to do was tell a story of what happened. You know, it started here and it went there. And it's all about generations and it's about, you know, the issues of fathers and sons and grandfathers, and it's a family soap opera. So they decided they didn't want to use those stories. JJ, what happened to Darth Vader's grandchildren? This is great. On peut supposer que Abrams ne voulait pas suivre George Lucas d'un point de vue de vision personnelle, et pour Kathleen Kennedy et Disney, il n'était pas raisonnable de suivre Lucas d'un point de vue business. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, Lucas et sa prélogie avaient pas mal divisé les fans, et Disney voulait éviter de froisser une bonne partie de cette audience potentielle. Il semblait donc plus judicieux pour Disney de jouer sur la trilogie qui mettait tout le monde d'accord et de mettre la prélogie en sourdine. Parfait, si on effaçait la prélogie, on s'évitait l'ire de certains et on se garantissait la possibilité de créer toujours plus de Jedi qui sortent de partout. Star Wars Episode 1, The Phantom Menace 3D, only on the big screen, February 2012. En février 2012, Lucasfilm, qui était encore distribué par la Fox à cette époque, sortait La Menace Fantôme en 3D. This summer, find the hero inside. Alors que le deuxième volet de la prélogie, L'Attaque des clones, était prévu pour les cinémas en septembre 2013, le projet de sortir la suite dans les salles a finalement été annulé. Bah oui, entre-temps, Disney avait acheté Lucasfilm. On pourrait débattre sur les questions juridiques de distribution entre la Fox et Disney à propos de cette ressortie de films en 3D. Mais quel intérêt réel de Disney à tuer un projet déjà lancé et sur lequel la compagnie peut clairement gagner de l'argent, quitte à partager une partie des bénéfices avec la Fox? Disney vient de dépenser 4,05 milliards pour Lucasfilm. Pourquoi ne pas poursuivre l'idée et contenter les actionnaires avec un retour sur investissement aussi rapide de quelques millions? Quel intérêt aussi de couper la hype? Vous êtes Disney, vous voulez qu'on parle de vous, vous avez envie que les fans se réjouissent et soient super excités avec Star Wars pour pouvoir sortir vos nouveaux films avec des fans en ébullition. Ah, Disney a annoncé l'annulation des sorties 3D seulement 3 jours après... Après devinez quoi? Non, c'est... 3 jours après avoir annoncé le recrutement de J.J. Abrams pour la postlogie, bien sûr. Sacré J.J. C'est vraiment... hein? Visuellement, l'iconographie de la postlogie est donc uniquement calquée sur la trilogie originale. On retrouve les mêmes designs, les mêmes vaisseaux, les mêmes costumes et les mêmes environnements. En ce qui concerne les conditions de l'univers Star Wars, on a la même démarche. Alors que les rebelles avaient vaincu l'Empire à la fin du Retour du Jedi, on trouve dans la postlogie un nouvel empire, le Premier Ordre, sorti un peu de nulle part. Et puis les rebelles, qui avaient œuvré pour l'avènement de la Nouvelle République, eh bien on fait en sorte de mettre de côté cette Nouvelle République sans trop d'explications, et on fait une copie des rebelles en les appelant cette fois-ci la Résistance. Ok, alors content de vous voir tous réunis ici pour qu'on puisse enfin résister à l'Empire, enfin je veux dire le Premier Ordre. Ah mais donc c'est vraiment arrivé, c'est la rébellion alors? On est les rebelles? Non, non, on est la Résistance. On s'appelle la Résistance. Ça n'a rien à voir. Le but de la postlogie, ce n'est pas d'étendre l'univers Star Wars, c'est de le répliquer. On reprend les mêmes schémas, et notamment la même dynamique, avec un empire maléfique tout-puissant contre un petit groupe de rebelles qui résistent. Pour ce qui est du scénario, eh bien on tombe là aussi dans l'imitation insistante, jusqu'à aller repêcher le grand méchant de la trilogie originale. L'autre grand point de friction pour Disney et la prélogie, c'est l'idée de la prophétie. He is the chosen one. He will bring balance. Souvenez-vous, dans ma vidéo précédente, j'indiquais que la prophétie était à comprendre comme une règle particulière. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais cela ne serait pas un hasard si cette notion devait continuer à subir les assauts de la part des projets Star Wars de chez Disney. La prophétie, pour la faire courte, c'est l'idée qu'Anakin Skywalker était l'élu, celui censé restaurer l'équilibre dans la Force. Et c'est à partir du niveau extrêmement élevé de midi-chlorien que Qui-Gon avait deviné qu'Anakin allait justement devenir l'élu. Tiens, d'ailleurs, Obi-Wan explique clairement la chose. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! Voilà, l'élu, c'est celui qui est censé détruire les Sith et restaurer l'équilibre dans la Force. Non mais je répète, parce que ça a l'air d'être vraiment compliqué pour beaucoup de gens. Hein? L'équilibre dans la Force, c'est une harmonie, et si on a des Sith qui foutent le dawa, il n'y a plus d'équilibre. The prophecy is that Anakin will bring balance to the Force and destroy the Sith. He becomes Darth Vader. Darth Vader does become the hero. Darth Vader does destroy the Sith.
meaning himself and the Emperor. Parce que j'ai honnêtement l'impression que certains font exprès de pas comprendre, parce que le problème avec cette notion de l'élu et de l'équilibre dans la force, c'est qu'il met en évidence une sorte de valse entre l'incompétence et le cynisme du côté de chez Disney Star Wars. Pour ce qui est de l'incompétence, on a les ploucs qui n'ont rien compris à Star Wars et qui veulent, malgré leur vision erronée, tout de même mettre en place leur fanfiction à gros budget. On pense à Rian Johnson, qu'on voit ici savourer la vision de 4 enfants, une nonne et un panda vomir après avoir vu The Last Jedi, qui lui alors explique clairement que la force est une partie de tir à la corde. He's realized that if he brings the Jedi back into this, then the Sith are going to rise up again, and the whole thing is going to start again, and it's just going to be more misery. Autre exemple similaire, la tonitruante Leslie Headland, qui sort dans un magazine comme si de rien n'était, qu'en fait elle compte s'éloigner de la vision de George Lucas parce qu'elle avait compris autrement. Du coup, c'est comme ça et puis c'est tout. Vous comprenez, sinon elle peut pas faire son remix de Frozen dans l'univers Star Wars avec des acolytes. L'équilibre dans la force, ça veut dire pour elle qu'il y a autant de gens du côté des gentils que du côté des méchants. Et on a vu ce que l'expertise de Leslie ça a donné. Power of one, the power of two, the power of many. Pour ce qui est du cynisme, cette compréhension de l'équilibre de la force, c'est un peu emmerdant pour Disney parce que ça veut dire qu'Anakin / Vador a effectivement détruit les Sith, rééquilibré la force et donc fin de l'histoire, clap de fin, prophétie réalisée. C'est bon, les méchants sont morts, y a plus rien à voir. Oh non, y a plus de méchants, comment est-ce qu'on va faire pour réutiliser les mêmes discours, les mêmes menaces, les Sith et les Jedi? Comment est-ce qu'on va faire pour simplement copier Star Wars à l'infini en se faisant de masse de thunes sans réfléchir? C'est simple, on déforme ou on ignore, ça arrange tout le monde. Comme Leslie Headland, comme Rian Johnson, on déforme parce qu'on n'a pas vraiment compris et qu'on n'a pas envie d'adapter nos propres travaux. Ou on ignore parce que l'avenir de Star Wars doit être le plus flexible possible. On n'a qu'à dire que cette histoire de destinée ou d'équilibre de la force, c'est quelque chose de temporaire, comme nous l'explique ici J.J. Abrams. The balance of the Force is never a permanent, enduring thing. So the idea that this is a story of a character who needs to step up and bring balance in her own way. Voilà, donc l'idée derrière J.J. Abrams et compagnie, c'est simplement de volontairement comprendre de travers le concept énoncé dans la prélogie afin de s'accorder plus de souplesse pour l'avenir. Pourtant, ce n'est pas comme si George Lucas n'avait pas proposé une suite à cette fameuse fin de l'histoire avec son projet de postlogie. Il existait dans sa tête la possibilité d'une nouvelle menace et de nouveaux antagonistes. Mais la proposition de Lucas n'était pas acceptable pour Disney simplement parce que ça venait de lui. They weren't that keen to have me involved anyway. Et lui, plus que quiconque, allait en toute logique respecter la totalité de l'œuvre qu'il avait lui-même créée, et dès lors respecter la prélogie. These are my kids. So all those Star Wars films. All the Star Wars films. They were your kids. Yeah, well, they are my. You know, I loved them. I created them. I'm very intimately involved in them. À l'instar de George Lucas, Tolkien avait lui aussi imaginé une suite après la fin de l'histoire. Il est bien connu que Le Seigneur des Anneaux est en quelque sorte l'aboutissement de l'entièreté du légendaire. L'auteur n'était cependant pas fermé à l'idée de développer une suite. Dans l'ouvrage Les peuples de la Terre du Milieu, le fils de Tolkien, Christopher, nous permet de découvrir le projet de sequel ou de suite envisagé par son père. Brièvement, l'histoire aurait débuté une centaine d'années après la chute de Sauron, encore que ça dépend des versions. On y découvre le personnage de Borlas, un homme du Gondor très âgé et l'un des rares à rappeler, ou peut-être se rappeler s'il était déjà né, des conséquences effroyables de la guerre de l'anneau. Dans une époque où les hommes semblent avoir oublié la présence du mal, le vieil homme apprend l'existence d'une nouvelle ombre, d'une nouvelle menace. Borlas est décrit par Ceylon, un ami de son fils, comme incapable de profiter d'une vie paisible sans se soucier de l'état du monde. La préoccupation de Borlas est un écho aux convictions de Tolkien. Pour lui, c'est la suffisance et l'indulgence des hommes qui permettraient le retour du mal. On finirait par se contenter de notre situation en ne pouvant imaginer que le malheur est à nos portes. Dans une période paisible, on oublierait de se méfier et de rester sur nos gardes, comme étant endormis par l'illusion d'un confort factice. Avec cette suite potentielle, Tolkien démontrait que de nouveaux récits étaient possibles, même avec la fin de la grande histoire. Et cela sans rompre avec les déclinaisons de son travail ni ses propres principes. Et pour refléter ses propos, sans l'exagération ni l'intrusion d'éléments injustifiés, parce qu'on ne perçoit pas où se trouve le cœur de l'original.